l'Ordre des experts comptables m'a demandé de parler de mon expérience personnelle. Alors je prends des précautions oratoires pour dire que je n'ai pas la prétention de dire des vérités absolues. Je vais donner mes convictions, mon expérience. Et la première expérience dont je peux parler, c'est pas loin d'être une conviction, c'est que le cycle d'audit externe pour les entreprises publiques n'est pas assez développé et ne correspond pas au concept qu'on a développé pour les sociétés anonymes, en particulier les sociétés anonymes sous contrôle, soit de la Banque centrale pour les sociétés financières, soit pour les sociétés cotées en bourse par l'autorité des marchés. Donc en théorie, les conseils d'administration doivent régulièrement approuver un programme d'audit externe en se faisant assister du comité d'audit, éventuellement du comité des risques, mais il est clair que l'initiative des audits externes ne peut pas venir du management lui-même. C'est vrai que le management propose l'audit externe quand sa volonté, en ce qui le concerne, de faire des audits internes est limitée par les capacités de son département d'audit interne. Je vais essayer d'être plus clair. Le management, bien évidemment, a envie de faire des audits sur le fonctionnement de l'entreprise qu'il dirige. Et pour cela, il établit un programme d'audit interne effectué par son département d'audit qu'il soumet pour accord au conseil d'administration. Et il arrive que ce qu'on appelle l'audit externe n'est ni plus ni moins que les opérations d'audit souhaitées par le management, mais qui font appel à des spécialistes extérieurs. Or, le concept, ce n'est pas celui-là. C'est que ce doit être un œil extérieur qui doit demander l'audit externe. L'audit externe doit être indépendant du management dans sa réalisation, mais même aussi dans son identification. Et ce n'est pas le cas. Quelle est la solution? Eh bien, il faut que les conseils d'administration se mobilisent, en particulier les administrateurs indépendants. Il commence à y en avoir dans les entreprises publiques. Donc le conseil d'administration doit se mobiliser afin d'établir le catalogue spécifique à l'entreprise et lié à la cartographie des risques. Je vais dire un mot sur la cartographie des risques tout à l'heure. Qu'il décide de demander au management d'effectuer. Et bien sûr, le conseil d'administration se penche, après les opérations d'audit externe, sur leurs résultats. Je dis lié à la cartographie des risques, parce qu'il est clair que la cartographie des risques est un bon élément pour déterminer les actions d'audit externe qui s'imposent à une entreprise. Donc, première conclusion, l'entreprise publique dont le conseil d'administration généralement n'est pas fait d'administrateurs professionnels, enfin quand je dis professionnels, c'est-à-dire sortis de la société privée, sortis du secteur privé, donc les réflexes conduisant à l'établissement d'un programme d'audit externe n'existent pas. Et bien évidemment, on peut demander aux experts comptables, aux commissaires aux comptes qui accompagnent les entreprises publiques de bien vouloir les engager à se mobiliser afin de définir les programmes d'audit externe. J'ai parlé des commissaires aux comptes. Alors comme vous le savez, les commissaires aux comptes sont tenus de ne pas effectuer de mission autre que celle que la loi leur définit. Mais on doit dire que généralement, ça arrive, les managements s'appuient sur les commissariats aux comptes pour faire des missions qui sont des prolongements de leur mission légale. C'est la facilité pour le management, parce qu'il considère, et souvent à juste titre, que l'expert comptable le mieux à même de connaître l'entreprise et de détecter des dysfonctionnements, eh bien, ce sont les commissaires aux comptes. Heureusement, par rapport à cette faiblesse de l'audit externe décidée par le conseil d'administration, il y a les parties prenantes de l'entreprise publique qui sont, elles, extérieures au conseil d'administration et extérieures au management. Et c'est vrai que historiquement, ce sont les bailleurs de fonds qui, il y a plus de 30 ans, presque 40 ans, ont imposé aux entreprises publiques une certification de leurs comptes financiers par des auditeurs externes. Et c'est grâce à ces bailleurs de fonds, ces agences de crédit aussi, qui garantissent les crédits privés que prennent les entreprises publiques, que les directions financières
les directions de comptabilité des entreprises publiques ont appris à mener un audit externe, c'est-à-dire à accompagner les experts qui mènent cet audit externe. Donc je pense qu'on peut dater historiquement l'arrivée de l'audit externe dans les entreprises publiques d'une manière massive. Je ne parle pas des contrôles, des inspections, de l'IGF et de la DEPP, mais ce qui ressemble le plus à un audit externe d'aujourd'hui a été mené en premier dans les entreprises publiques sur la décision des bailleurs de fonds et des agences de crédit. Remarquez que parfois, je me pose la question de l'utilisation que ces bailleurs de fonds ont fait des audits externes qu'ils ont demandés. Et je prends un exemple. Quand vous examinez le compte des entreprises publiques, et Dieu sait que c'est elles qui sont le plus touchées par ce phénomène, les comptes de crédit TVA. On a donc porté en créance sur l'État des sommes qui grossissent chaque année et qui sont des créances sur l'État. Et ça m'a toujours surpris de voir que les bailleurs de fonds, les agences de crédit, ne prennent pas la précaution d'interroger le débiteur, à savoir l'État, sur sa validation qu'il faisait de ses comptes de crédit TVA et surtout de comment est-ce qu'il comptait les rembourser. Et ce mystère a longtemps occupé mon esprit, sans réponse. Et c'est sûr que j'apprécie à leur grande valeur les orientations actuelles des pouvoirs publics qui tendent à résoudre définitivement la question épineuse des crédits TVA des entreprises publiques. À ce sujet, j'applaudis l'excellente idée de confier au commissaire aux comptes la validation de ces comptes de crédit TVA. Bon, parce que d'un côté, j'admets avec modestie que ces comptes de crédit TVA tels qu'ils figurent dans les comptes, les bilans des entreprises publiques, eh bien, font l'objet d'erreurs parfois assez sensibles. Des erreurs de bonne foi, introduites par les comptables et les directions financières, qui font que c'est vrai qu'on ne peut pas accepter, automatiquement, les comptes de crédit TVA tels qu'ils sont présentés par les entreprises publiques sans vérifier, et c'est très fastidieux et c'est très lourd, pratiquement ligne par ligne, les éléments de ce compte. Et d'ailleurs, c'est une des raisons qui fait que les entreprises publiques ont du mal à faire valider leur compte de crédit TVA, c'est que la somme de travail imposée aux directions locales des impôts pour valider ces comptes de crédit TVA sont énormes. Et plus on fait passer de temps, et plus ces vérifications deviennent de plus en plus lourdes et quasi impossibles. Alors, techniquement parlant, je ne sais pas comment la direction des impôts de Casablanca pourrait réellement faire un contrôle approfondi des crédits TVA sur toutes les entreprises qui en présentent une aujourd'hui. Donc le fait de passer par les commissaires aux comptes, eh bien, devrait permettre d'avoir des comptes de crédit TVA qui soient suffisamment solides, suffisamment robustes pour que l'État puisse les accepter sans faire de vérification autre qu'éventuellement quelques sondages. Donc, cette initiative qu'a pris l'État, ou que veut prendre l'État apparemment, de donner au commissaire aux comptes la certification des comptes de crédit TVA, est une excellente nouvelle. Encore faut-il que l'État accepte de prendre automatiquement en considération les comptes certifiés par les commissaires aux comptes, malgré leur poids sur la dette publique. Donc on a parlé des bailleurs de fonds, des agences de crédit, qui sont traditionnellement de grands pourvoyeurs d'audit externe dans les entreprises publiques, en particulier en ce qui concerne, comme on l'a dit, les comptes financiers. Mais il y a d'autres parties prenantes extérieures à l'entreprise publique qui interviennent dans le domaine de l'audit externe. En particulier les directions des administrations de tutelle technique et financière. Alors, si on prend l'ONE, ce serait le ministère de l'Énergie et des Mines d'un côté, et bien sûr la DEPP de l'autre, ou le ministère des Finances de l'autre. On a tendance à minimiser l'intervention des administrations techniques, parce qu'on considère que, effectivement, je n'ai pas vu beaucoup d'audits externes portant sur la gestion, portant sur les stratégies, ordonnées par les administrations de tutelle. Ou si elles le font, c'est à travers une mission beaucoup plus globale qui concerne tout le secteur. Donc on va faire une mission sur le secteur de l'électricité, et bien sûr, au passage,
on va examiner la situation de l'Office national de l'électricité et de l'eau potable. Mais il y a tout un champ d'audit externe que les administrations techniques ont commencé à faire et qui concerne en fait l'adéquation du fonctionnement des entreprises publiques à la réglementation technique du secteur considéré. Et ça, c'est une réalité en marche. Pour des raisons qui tiennent d'ailleurs à la validation du fonctionnement de l'entité sur le plan national, mais aussi, et parfois surtout, parce que l'entreprise a besoin de validation nationale pour pouvoir opérer de manière internationale. C'est ainsi que la maintenance des avions, que le système de sécurité, que le système de formation de la compagnie Royal Air Maroc, eh bien, a besoin d'être validé par la direction de l'air et souvent par des auditeurs externes habilités par la direction de l'air afin d'obtenir les certifications qui permettent aux avions marocains d'avoir le droit d'atterrir aux États-Unis, en Europe et dans le reste du monde. Il y a un bémol très important. C'est celui qui concerne les entreprises publiques délégataires de services communaux. Alors il y a une conception erronée de la gestion locale, de la gestion des conseils communaux, qui fait que pour certains, les activités communales échappent au contrôle des administrations centrales. C'est vrai que l'indépendance de gestion des conseils communaux est un principe fortement installé dans notre pays. Mais il n'y a pas de raison que les abattoirs municipaux ne soient pas contrôlés par l'ONSA, par l'intermédiaire éventuellement d'auditeurs externes. Et là, il y a tout un champ d'activités de gestion communale qui échappe beaucoup plus que les entreprises publiques nationales à l'audit externe décidé par les administrations de tutelle technique. La DEPP, la Direction des établissements publics et de la privatisation, s'est donné le droit depuis toujours d'effectuer des missions d'audit auprès des entreprises sous tutelle. Mais j'ai le sentiment qu'elle ne dispose pas des ressources nécessaires, des ressources humaines nécessaires pour couvrir l'ampleur de ses préoccupations. En fait, la DEPP fait des missions d'audit externe par ses commissaires d'État, c'est-à-dire les hauts fonctionnaires qui sont chargés par le ministère des Finances de marquer la présence de l'État dans les entreprises publiques et qui sont amenés à rédiger un rapport annuel sur les entreprises qu'ils ont sous contrôle, parce que généralement un contrôleur d'État a sous sa responsabilité plusieurs entreprises, généralement dans le même secteur. Et j'ai constaté depuis quelques années réellement une avancée assez forte de ces audits externes. Aujourd'hui, les contrôleurs d'État approfondissent par des missions ponctuelles sur des secteurs particuliers d'entreprises publiques leurs préoccupations et leurs interrogations, qui sont ensuite soumises pour avis à l'entreprise publique et publiées dans un rapport annuel qui devient d'année en année de meilleure qualité. L'inspection générale des finances est aussi un corps spécialisé d'inspection, comme son nom l'indique. Moi, je rappelle ce qui est intéressant, parce que je l'ai vécu, elle ne s'auto-saisit pas elle-même forcément. Et elle peut être saisie par les ministères, et elle peut être saisie par les directions d'établissements publics eux-mêmes. Et il y a un cas célèbre qui concerne la CNSS. Mais là encore, le champ d'habilitation de l'IGF est tellement important qu'il semble, dans ma modeste expérience, que son intervention soit surtout concentrée sur les établissements publics pour lesquels on soupçonne de graves dysfonctionnements. Donc l'inspection générale des finances, j'ai l'impression qu'elle procède plus après une alerte qu'à travers un programme structuré d'intervention dans un champ précisé à l'avance.
Or, quand on parle d'audit externe, on essaye d'éviter, pour que l'audit externe soit accepté par l'entreprise, pour que les relations entre les auditeurs qui viennent auditer une entité et le management de l'entité, que cette relation soit sereine, on essaye de faire en sorte que l'audit externe ne s'intéresse pas spécifiquement qu'aux endroits où on soupçonne des malversations, des dysfonctionnements très graves et tout. L'audit externe se base sur la cartographie des risques, qui est elle-même établie en commun avec le management, et elle est là pour renforcer même le management dans la confiance qu'il peut avoir dans le fonctionnement de l'entité qu'il dirige. Ne fonctionner que sur alerte, eh bien, ça pose le problème, comme j'ai dit, de la sérénité des relations. Bon, mais il faut dire que l'IGF a une profonde tradition et une grande réputation, à la fois de compétence et de pertinence. Mais là encore, on est loin d'un processus externe généralisé et préventif. Moi-même, en 40 ans de service public, je n'ai assisté que 3 fois à des interventions de l'IGF. La première, c'était sur le processus d'adjudication de la concession d'une centrale électrique. En fait, il y avait eu une protestation par un des soumissionnaires écartés, et l'IGF est venu intervenir sur le point précis qu'il avait soulevé. J'ai eu l'occasion, en tant que ministre, de demander une inspection sur des travaux réalisés dans une école de tourisme. Je n'ai pas été très satisfait du résultat, mais je le respecte. Et enfin, lors de la préparation du contrat programme de Royal Maroc, le ministère des Finances a tenu à faire une inspection de la compagnie afin de vérifier si elle méritait réellement ce soutien. C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y avait pas d'autre moyen de financer la transformation de la compagnie, et est-ce qu'il n'y avait pas quelque part des motifs de dépenses qui feraient penser que l'argent qui allait être injecté en pure perte. Donc c'est les 3 fois où j'ai vu l'IGF en action, et comme je l'ai dit, elle s'est rendue conforme à ses meilleures traditions et à la réputation qu'elle a dans tout le pays. Voilà, il me reste en conclusion, et je regrette de ne pas avoir plus de temps parce que c'est un sujet qui m'intéresse énormément, à me concentrer sur l'audit externe le plus complet, le plus éclairant et le mieux suivi des faits, et que ne devrait pas redouter une entreprise publique, ce sont les missions de contrôle de la Cour des comptes. Je rappelle que j'ai eu l'opportunité d'assister comme dirigeant à 2 missions, l'une sur l'Agence du Nord et l'autre sur la Compagnie nationale Royal Maroc. De ces 2 expériences, et malheureusement sans pouvoir m'étendre, je voudrais tirer les conclusions qui me semblent les plus importantes et qui devraient impacter le rôle des experts comptables, des commissaires aux comptes et des consultants extérieurs. La Cour des comptes s'intéresse et devrait s'intéresser prioritairement à l'existence structurée d'une définition précise du rôle qu'attend l'État de l'entreprise publique. Ce que j'ai appelé l'adéquation de l'entreprise publique à sa mission statutaire. Ça a l'air d'être une évidence. Eh bien, autant j'ai pu constater, par exemple, que dans le cas de l'Agence du Nord, qui disposait d'un texte de création récent, et comment dirais-je, et de missions extrêmement claires, le dialogue avec les contrôleurs, les magistrats de la Cour des comptes a été facile. Dans le cas de Royal Maroc, le texte de création est très ancien, pas très clair, et quand la Cour des comptes est intervenue à Royal Maroc, il n'existait pas de contrat programme, et la Royal Maroc croyait de bonne foi, comme tout le monde, qu'elle avait des missions sur le tourisme, sur le transport domestique qui l'autorisaient à certains déficits. En l'absence de texte autorisant ou prévoyant les déficits sur ces 2 segments, eh bien la Cour des comptes a critiqué fortement les déficits de Royal Maroc dans ces deux activités. Donc, la Cour des comptes doit tenir compte de 2 aspects. L'aspect pérenne, et ça, c'est l'adéquation et de l'organisation, de la taille, des missions que se donne l'entreprise publique par rapport à ses textes de création, même s'ils ont été modifiés, mais au moins de vérifier que
il y a des textes qui ont prévu une entreprise publique, est-ce qu'elle est vraiment en train de faire ce qu'elle est censée faire? Et deuxièmement, il y a la conjoncture. Et la conjoncture, eh bien, elle précise ses missions pour le temps où nous sommes. Et l'idéal, c'est de disposer d'un contrat programme. Parce que le contrat programme va être l'occasion de vérifier que l'entreprise publique est bien à l'intérieur de sa mission, mais en même temps, elle va lui donner des objectifs, souvent quantitatifs, pour la période du contrat programme. Et ça me semble être franchement la mission, la première d'un audit de la Cour des comptes ou d'une mission d'inspection ou de contrôle de la Cour des comptes. Et j'ai l'air de parler en l'air, j'ai parlé du Royaume-Maroc, encore, c'est assez... C'était rattrapable. On l'a fait grâce au contrat programme 2011-2016. Mais il y a réellement des établissements publics où on se demande si on est dans les clous de ce qui a été décidé. Je ne veux pas citer de nom parce que je ne veux pas vexer les dirigeants, mais je pense qu'on pense tous au même... enfin, je vais quand même citer un mot, c'est celui de la SNTL. La SNTL héritière de l'ONT, sur une mission très différente de celle de l'ONT, et aujourd'hui dans une confusion assez grande. Il y a des missions de la SNTL qui ne sont pas assumées par la SNTL, et il y a des missions qu'elle a héritées de feu l'ONT qu'elle continue à pratiquer. N'est-ce pas? L'audit externe de la Cour des comptes est essentiel pour remettre les choses dans leur rail. Il y a un deuxième point qui est plus discutable, c'est le contrôle par la Cour des comptes de l'opportunité des décisions. La Cour des comptes prétend pouvoir juger de la marge d'une entreprise publique dans les décisions des dirigeants. C'est ainsi que le Royaume-Maroc a été critiqué pour l'achat d'un certain type d'avion. Alors, premièrement, cet achat était antérieur à la période considérée, sauf que pendant la période considérée par la Cour des comptes, les avions étaient là. Donc le fait qu'ils ne tournent pas tel que c'était prévu, c'était visible. Et deuxièmement, c'est difficile de refaire l'histoire, parce que on peut prendre des décisions qui s'avèrent après avoir été de mauvaises décisions. La Cour des comptes peut le relever, mais je crois qu'il faut garder une grande modestie par rapport à ça. En tout cas, ma recommandation vis-à-vis des magistrats de la Cour des comptes, c'est d'être extrêmement modeste quand il s'agit de juger des décisions de gestion. C'est le deuxième aspect que couvrent les contrôles de la Cour des comptes. Le troisième, c'est le fonctionnement des instances de l'entreprise. Et c'est là où l'entreprise publique se fait le plus critiquer, parce que les enquêteurs de la Cour des comptes, les inspecteurs de la Cour des comptes, pas comment on peut les appeler, les experts, sont des magistrats. Et ils ont l'esprit juridique. Et beaucoup d'entreprises publiques ont des pratiques quelquefois très anciennes, ou quelquefois en rupture avec les textes anciens, qui sont des pratiques parfaitement justifiables. Et c'est quand même difficile, et les entreprises publiques ne passent pas leur vie à écrire le droit. Et donc, vous écrivez un règlement intérieur, un règlement sur la passation des marchés, des choses de ce genre-là, et parfois il y a un écart. Cet écart est parfaitement justifiable. On a pris de nouvelles mesures, mais on n'a pas modifié les textes qui prévoyaient les processus en question. Et là, je reviendrai tout à l'heure sur le rôle de l'expert comptable et du commissaire aux comptes. Il faut que, dans les processus d'audit externe, les entreprises publiques demandent à des experts externes de vérifier ce point. Parce que ce point, il est très difficilement abordable par le management en place. Donc je répète, le fonctionnement des instances de l'entreprise, c'est-à-dire l'adéquation de son fonctionnement au texte, au règlement, aux procédures qui le fixent. Je ne suis pas en train de dire des usages différents de la loi. Il y a un décret des marchés publics, il y a qui s'impose de toute façon. Là, si le fonctionnement n'est pas conforme au décret des marchés publics, il y a réellement un dysfonctionnement. Mais parfois, à l'intérieur du décret des marchés publics et en parfaite adéquation à ce décret, vous pouvez avoir des procédures, n'est-ce pas, qui sont écrites et qui ne sont pas exactement celles qui sont, ou celles qui parfois ne sont pas appliquées pour des raisons extrêmement justifiées. En tout cas, c'est ce volet du contrôle de la Cour des comptes
est une revue de détail très instructive pour le management et un exercice de modestie forcé. Le quatrième axe, c'est celui que la presse, le public connaît le mieux, c'est la recherche des dysfonctionnements. Alors quand la Cour des comptes relève l'inexistence de procédures ou de trop gros écarts par rapport à la réalité, des dysfonctionnements opérationnels, vous avez prévu par exemple dans le cas de Royal Maroc des délais de maintenance. La Cour des comptes a relevé que les délais de maintenance étaient jamais respectés, ce qui nous a conduit, entre parenthèses, à filialiser la maintenance auprès d'un leader mondial, Air France Industrie. C'est une des conséquences du rapport de la Cour des comptes quand elle a découvert que la programmation de la maintenance n'était pas respectée. N'est-ce pas? C'est un dysfonctionnement. Et ces dysfonctionnements, la Cour des comptes est très forte pour les relever. Les surcoûts par rapport au budget et aux prévisions, le traitement des achats et services. Et bien sûr, c'est le long de ces investigations que peuvent être suspectés des écarts à la transparence et des choses plus graves encore. Dans le cadre du processus de fonctionnement de la Cour des comptes, tout ce travail va permettre d'engager un programme d'amélioration dont la supervision a été confiée par exemple chez RAM au département d'audit interne. La Cour des comptes, dans ses rapports annuels post-contrôle, évalue la bonne avancée de ce plan d'amélioration et je suis fier en particulier de dire que Royal Maroc a loyalement joué le jeu et a investi des efforts afin de réduire année après année la liste des améliorations non encore réalisées. Mais je tiens à faire une remarque très importante pour le public auquel je m'adresse, c'est que je suis resté frustré de ce contrôle de la Cour des comptes parce que beaucoup de dysfonctionnements qui ont été relevés auraient dû être relevés avant par le management et étaient facilement redressables. Comme je l'ai dit, si vous avez un règlement intérieur que vous avez fait et que la Cour des comptes découvre qu'à un endroit ou à un autre, on ne le respecte pas sur des aspects mineurs, franchement, c'est plus facile de modifier le règlement interne pour le rendre compatible avec la réalité des processus que le contraire. Si j'avais pressenti le mode de fonctionnement d'une mission de la Cour des comptes de manière plus forte que ça l'était, je pense que j'aurais engagé l'entreprise à faire une mission de contrôle de la Cour des comptes à blanc et la confier à des auditeurs externes. Et c'est la suggestion que je fais à cet auditoire. Je crois qu'un service à rendre aux entreprises publiques, c'est de demander aux dirigeants d'effectuer une mission de contrôle à blanc de la Cour des comptes. Et en particulier, lors de l'inventaire du bilan, ou du bilan d'inventaire, après changement de direction. Beaucoup de dysfonctionnements qu'a remarqué la Cour des comptes, n'est-ce pas, dans les 2 instances où j'ai travaillé, venaient en fait d'usages qui étaient bien antérieurs à mon arrivée. Et si j'avais eu le réflexe de faire une mission de contrôle à blanc, modèle Cour des comptes, on se serait évité beaucoup de critiques. Et donc, c'est d'ailleurs pour cela qu'avec un certain nombre d'établissements publics, Marsa Maroc, ONCF, ONE, nous avons monté un cycle de formation de nos cadres supérieurs afin de les sensibiliser aux exigences de la bonne gouvernance similaires à la Cour des comptes. Et donc voilà un bon sujet d'audit externe à faire réaliser par les membres de l'Ordre des experts comptables, des missions à blanc de contrôle. Je crois que ce serait un grand service à rendre à ces établissements publics. Et je rappelle sur quoi ces missions de contrôle devraient se pencher, sur l'adéquation à la mission statutaire, sur le fonctionnement des instances, c'est-à-dire essentiellement l'adéquation des textes à la pratique réelle, et enfin à une recherche systématisée des dysfonctionnements. Quand on contrôle de l'opportunité des décisions stratégiques de gestion, j'ai déjà dit ce que j'en pensais, et ça c'est plus la responsabilité propre du management que celle d'un auditeur externe. Voilà, merci.